Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. 11 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget de l'État pour l'année 2023. Dévoilé en Conseil des ministres ce mercredi, il sera soumis au Parlement pour adoption. 24 heures après avoir rencontré les représentants des partis politiques, le président de la CEI a échangé avec la société civile. Les détails sur les discussions à suivre. Et puis, vous allez voir les dégâts de l'orpaillage clandestin sur l'activité des pêcheurs le long du fleuve Bandama. Pour l'année 2023, le budget de l'État s'élève à 11 milliards de francs CFA. C'est ce qu'on apprend du porte-parole du gouvernement ce mercredi. Un budget qui sera soumis au Parlement pour adoption et qui enregistre une progression de 18% comparé à 2022. Pierre Dipomélin. À moins de 3 mois de la fin de l'année, le gouvernement a dévoilé la monture de la loi Finances 2023 avant sa présentation devant les parlementaires. C'était au cours du Conseil des ministres, présidé par le président Alassane Ouattara. La loi de finances 2023, adoptée en Conseil, estime le budget de l'État à 11 494 000,4 millions de francs CFA. Le projet de budget de l'État pour l'année 2023 est structuré en 32 dotations et 137 programmes répartis au sein des institutions et ministères. Il s'équilibre en ressources et en charges à 11 494,4 milliards de francs CFA. Le projet de budget de 2023 est accompagné d'une matrice de réalisation par ministère. Celle-ci servira de base au renforcement du suivi-évaluation de l'action gouvernementale. Ce budget qui est en hausse de 18,1% par rapport au budget de 2022 et 8,9% du budget révisé de la même année intervient dans un contexte particulier, marqué par un ralentissement de la croissance au niveau mondial, du fait du choc de la Covid-19 et la guerre russo-ukrainienne. Je vous le disais, après avoir rencontré les représentants des partis politiques, le président de la CEI a échangé avec la société civile ce mercredi. Il a fait des précisions, notamment sur le renouvellement des commissions locales, objet de certaines polémiques. Thiémé Danger. Les activistes de la société civile prennent le relais. 24 heures après les acteurs politiques, ils sont en face de la commission centrale de la CEI, commission électorale indépendante. Au centre des échanges, le processus électoral dans le pays, dont la prochaine étape, à savoir la révision de la liste électorale, se tient du 19 novembre au 10 décembre prochain. Face à ces hôtes du jour, le président de la CEI lève des équivoques sur le renouvellement des commissions locales, pomme de discorde avec des partis de l'opposition. Les commissions locales, parce qu'elles coûtent cher, on souhaite tout simplement les faire conformément à la loi, en fonction des opérations électorales qui ont cours. À cette occasion, on va mettre en place les commissions locales pour procéder à l'enrôlement de nos citoyens sur toute l'étendue du territoire. Mais quand finit la révision de la liste électorale, on dissout les commissions. Mais lorsqu'il vient maintenant le jour de l'élection, on nomme et on installe des commissions locales. Alors quand des partis politiques se plaignent pour dire qu'il y a tel qui n'est pas dedans, ou bien tel, c'est parce que ces partis politiques ont l'impression que ces commissions qui sont mises sur pied maintenant sont celles-là qui vont continuer jusqu'en 2025. Non, non, non. Ce sont des commissions qui sont mises sur pied pour la révision de la liste électorale. Ibrahim Kouibier Koulibaly se veut formel. Aucun complot n'entoure le processus électoral et les parties prenantes devraient renoncer aux accusations susceptibles de décrédibiliser les opérations électorales. Ce sont les partis politiques et groupements politiques qui désignent et qui disent au président voilà tel, tel, tel que nous avons désigné. Nous, on prend une décision et puis on les nomme et puis on les envoie sur le terrain. C'est tout. Et ceux qui sont habilités à désigner, ce sont ceux qui sont dans la commission centrale. Donc si vous n'êtes pas dans la commission centrale, vous ne pouvez pas nous proposer des personnes à nommer. C'est un procès d'intention qu'on fait à la commission électorale, un procès qui n'est pas juste, que de penser que nous avions laissé d'autres partis politiques. Mais si vous êtes dans la loi portant organisation de la commission électorale indépendante, il n'y a pas de raison qu'on ne vous nomme. Mais quand vous n'y êtes pas, nous, on ne peut pas vous nommer, même si nous savons que vous allez venir. Les hôtes du jour, pour leur part, se sont réjouis de cette tribune qui leur aura permis de s'imprégner du chronogramme et des modalités pratiques de l'opération à venir, la révision du fichier électoral, dont l'enrôlement des Ivoiriens de la diaspora est prévu du 26 novembre au 10 décembre 2022.
L'orpaillage clandestin continue de faire des dégâts. Dans la région de Yamoussoukro, plusieurs villages de pêcheurs situés le long du Bandama en paient le lourd tribut. Les produits toxiques utilisés par les orpailleurs ont fini par polluer le fleuve et impacter leurs activités. Dans ce journal, il lance un cri de cœur au gouvernement. Nadja Eja, Sylvanus Gay. National A3, axe Yamoussoukro-Boisflé. À mi-chemin, à la lisière du fleuve Bandama, Bambakro, un village de pêcheurs connu sous le nom de Bossokro. Depuis quelques années, la pêche, activité principale, est négativement impactée par l'orpaillage illégal. Vous voyez, on l'a soulevé, il n'y a rien dedans. Rien. Voilà. Sur les lieux, de larges excavations illustrent la réalité de cette pratique. Au nombre des impactés, Mama Campo. Depuis 5 ans, sa principale source de revenus est au ralenti. Avant, quand je partais là, je gagnais beaucoup. Souvent, je fais les bassins Bago là. Là, souvent, je pouvais faire 2 demi. Maintenant, là, quand je vais là pour avoir un là même, là, c'est problème. Ils sont venus pour exploiter de l'eau. Donc, quand ils sont venus, ils travaillent pour mettre les ordures là dans l'eau. Même infortune à quelques pas de là, à Agbahansou, autre village des pêcheurs sur le lac Kossou. Ici, à l'abandon, des montagnes de terre traitées avec des produits illicites dont le cyanure et le mercure, au bord du fleuve après le passage des orpailleurs clandestins. C'est par rapport à leurs travaux d'orpaillage qu'ils font là que nous, on ne gagne pas du poisson. Ils utilisent les faux produits, genre comme le mercure, genre comme les produits toxiques qui ne nous arrangent pas. Loin des lieux, d'autres impactés, à savoir les vendeuses de poissons aussi bien à Boisflé que Yamoussoukro, qui voient les produits halieutiques se faire rares et perdre leur qualité. Ceux qui attrapent poisson, là, ils disent poisson, c'est devenu cher, on ne gagne pas poisson. Donc c'est quand on s'en a cherché là. On nous donne poisson là-bas 2 à 10 000, 3 à 10 000. Si on venait à ça, là, c'est obligé, on peut faire 3 à 20 000 pour qu'on peut s'en sortir dedans. Avant on attaque comme ça là, c'était 500, 200 on prenait au bord. Maintenant on s'en comptait poisson à 1000 francs, 4 à 1000 francs, 3 à 1000 francs. On est obligé de venir placer 2000. Souvent on ne gagne pas des poissons d'eau douce. Donc on est obligé d'aller prendre les capes glacées là pour venir vendre. Cette vendeuse ne sait plus à quel sein se vouer. Elle a fini par lâcher son commerce pour celui de la vente de porc. Je fais poisson, mais actuellement là c'est cher, ça ne gagne pas. Quand les revendeurs vont, ils gagnent un peu, on nous donne un peu parce qu'on est beaucoup. Donc ça ne suffit pas. Là pour qu'on est dans la viande de porc. Face à une pratique qui impacte l'activité économique et la santé des riverains, le chef de village appelle au secours. Si on les empêche de faire cette saleté-là dans l'eau, en 4 mois, 5 mois, c'est fini. Ouh, mon frère, tu penses qu'il va sortir, tu vas avoir peur. L'appel que les personnes veulent, c'est de faire de sorte que, même s'ils vont faire leur travail, qu'ils ne déversent pas les déchets dans l'eau. Notons que pour freiner ce phénomène, une unité spécialisée de la gendarmerie nationale avait investi la zone l'an dernier. Elle y avait démantelé le plus grand site d'extraction illégale de l'or, où plus de 40 engins avaient été saisis et une vingtaine d'orpailleurs interpellés. Dans les élevages, des antibiotiques sont donnés aux poulets pour prévenir certaines infections, mais l'abus de ces médicaments peut avoir un effet néfaste sur la santé des consommateurs. Quelles sont les règles à respecter pour obtenir un poulet sain et prêt à être consommé? C'est ce que Mithilène Légré et Joseph Zécry ont tenté de savoir dans ce reportage. Dans les assiettes des consommateurs, voici le résultat des élevages de poulets après une quarantaine de jours. Des morceaux charnus pour le grand bonheur des friands de cette volaille. Mais pour que ces poulets aient ce poids, au-delà de la nourriture, il a fallu un traitement aux antibiotiques pour les mettre à l'abri des bactéries. Dans la banlieue abidjanaise, en plein cœur de Bingerville, des éleveurs. Augustin Yao tient cette ferme depuis 15 ans. Pour éviter que ces poulets soient malades, comme tout éleveur, il leur administre des antibiotiques. On fait des antibiotiques à titre préventif, mais quand il y a les maladies qui se présentent, là on est obligé de traiter. C'est-à-dire que si on soit par exemple aujourd'hui on est au 10, si peut-être le 15 ou bien le 17 on doit vendre, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'antibiotiques. Parce que les antibiotiques, il y a des dates où on ne peut pas consommer. Dans ces élevages de poulets, les bactéries sont tellement nombreuses que le recours aux antibiotiques est extrêmement fréquent. Mais si le délai et le dosage ne sont pas respectés, il peut y avoir une contamination chez l'homme, selon ce vétérinaire.
Ce produit, il se nomme le Cevazuril. C'est un anticoccidien. Il est utilisé chez le poulet de chair, chez la poule pondeuse, chez les poulets reproducteurs. Et donc, il lutte contre la coccidiose chez la volaille. La coccidiose, c'est une infection parasitaire qui touche la volaille. Le délai d'attente du médicament, c'est la durée qu'il doit avoir entre la dernière administration du médicament et son élimination complète de l'organisme. Le non-respect du délai d'attente peut conduire à ce qu'on appelle la résistance aux antimicrobiens. Donc, il est important que les éleveurs puissent respecter les délais d'attente pour ne pas qu'on retrouve des résidus de médicaments dans les œufs, dans la viande. Mais pour ne pas prendre de risques, certains éleveurs essaient de se passer de ces antibiotiques. Dans cette ferme, c'est l'objectif que souhaite atteindre cet éleveur. Ici, plusieurs catégories de poulets sont élevées. Des poulets sans antibiotiques, comme ceux-ci âgés d'1 an, et des poulets de chair avec des antibiotiques naturels. Ça, c'est un produit bio. Vous avez vu gousse d'ail et feuilles de Nîmes. Aujourd'hui, la population, les consommateurs sont de plus en plus exigeants. Ils veulent avoir un contrôle sur ce qu'ils mangent. Lorsque nous avons des poulets de chair, par exemple, que nous mettons sur le marché, il y a eu vraiment beaucoup de retours. Ah, c'est des poulets de 45 jours, des poulets de 35 jours, c'est des poulets avec des antibiotiques et tout. Nous, on peut faire manger nos poulets du village et tout et tout. Mais si nous devons produire, et à chaque fois on a ce genre de retour, derrière, nous nous sommes dit, c'est qu'il y a un problème. Si les gens cherchent à manger sain, à manger propre, à manger tout ce qui est bio, il va falloir que nous puissions réduire la consommation des antibiotiques dans nos élevages. Dans bien des cas, plusieurs éleveurs ne font pas appel aux vétérinaires pour un contrôle sanitaire des poulets, ce que dénonce l'aviculteur. L'antibiogramme, c'est un examen qu'on fait pour savoir quel type d'antibiotique donner exactement aux poulets quand ils sont malades. Mais beaucoup d'éleveurs ne vont pas dans les laboratoires vétérinaires. Ton poulet est malade, tu vas payer un médicament automatiquement, tu viens donner. Et pourtant, ce n'est pas ce médicament-là qui doit le soigner. Là encore, c'est encore dangereux pour le consommateur et même pour ton élevage, parce que les animaux vont faire une résistance. Pour éviter toute contamination après consommation, il y a des conditions qui doivent être obligatoirement respectées lors des élevages. Il y a 3 étapes très importantes à respecter. La première étape, c'est le respect de la biosécurité. Donc lorsque je parle de biosécurité, c'est par exemple installer une clôture, qu'elle soit en dur ou bien sous forme de barbelé autour de la ferme, pour pouvoir limiter l'accès à la ferme, de mettre à l'entrée de la ferme un système de désinfection. Dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle la bonne gestion. Chaque matin, nettoyer notre abreuvoir, faire appel à des spécialistes. Et ce n'est qu'en dernière position qu'interviendra la vaccination. Bon nombre d'éleveurs ne sont toujours pas reconnus par les organismes de l'État, ce qui complique la tâche des agents de contrôle dans les différentes fermes. Les éleveurs sont invités à se déclarer pour une meilleure régulation du secteur avicole afin de permettre aux consommateurs d'avoir dans leurs assiettes des poulets sains. Ce soir, on s'intéresse aussi à la médecine énergétique. Certains pratiquants en Côte d'Ivoire disent pouvoir guérir toutes les pathologies par l'énergie. Focus sur cette médecine particulière dans ce reportage de Mithilène Légré et Kimo Eric. Depuis 12 ans, Dr Bosson pratique une autre médecine, peu connue des Ivoiriens. C'est la médecine énergétique. Une médecine qui se sert des énergies vitales qui entourent le corps humain pour guérir n'importe quelle pathologie que présente un patient. Toutes les maladies qui se trouvent dans le corps physique passent par le corps, n'est-ce pas, énergétique. Il y a des traces dans le corps d'énergie. Et donc, si on soigne le corps physique seulement et qu'on ne soigne pas le corps d'énergie, il y a contamination. Et c'est pourquoi on dit souvent qu'il y a certaines maladies incurables. Mais dans la médecine énergétique, il n'y a pas de maladie incurable. Aïcha souffre de l'asthme depuis son enfance. Devant la persistance de cette maladie, elle a opté pour cette thérapie. La séance débute par un bilan dit énergétique. Via un casque, l'énergie de son corps est explorée de façon automatique et les informations sur l'état de chacun de ses organes apparaissent sur cet écran. La machine elle-même va analyser de façon automatique. Voilà. Et puis nous sortir un résultat. L'exploration se fait par les énergies. La médecine énergétique offre plusieurs méthodes de traitement, dont la plus importante est la détoxification du corps énergétique.
À travers un bain des pieds, toutes les impuretés du corps sont dégagées dans cette eau salée qui vire à des couleurs spécifiques en fonction de l'état de santé du patient, selon le docteur Bosson, qui indique que plus de 80% de patients ont été guéris de plusieurs pathologies grâce à cette médecine. C'était difficile. Je faisais des crises d'asthme parfois 2 à 3 fois dans le mois. Et donc les traitements ne répondaient pas. Mais bon, depuis que j'ai commencé le traitement bioénergétique, ça va. Je prends des produits bio et puis je fais aussi des traitements énergétiques. Je suis tout enrhumé. J'ai fait plus de 20 ans dedans parce que je suis au garage, ça fait 20 ans. Donc durant tout ce parcours-là, j'ai toujours eu problème sur ce côté-là. Mais depuis que je suis quitté dans ça, à la médecine énergétique, c'est bon. Dans ce spa, c'est uniquement des soins énergétiques qu'on propose aux clients lors des séances thérapeutiques. Des soins qui se font par la transmission de l'énergie des pierres ou des huiles végétales. L'homme, au-delà de l'enveloppe physique que nous voyons, est entouré de plusieurs sphères spirituelles. Vous avez le corps divin, le corps spirituel, le corps causal, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique et le corps physique, qui ne représente que 5% du potentiel donc de l'humain. Et donc tous les 95% se trouvent donc dans ces sphères subtiles qui influencent au quotidien le physique de l'homme. Et donc notre thérapie quantique consiste donc à aller intervenir sur ces corps spirituels qui ont prédominance sur le corps physique, afin de pouvoir apporter la santé. Depuis des années, Nathalie a une préférence pour cette thérapie. J'avais des douleurs, c'est-à-dire que quand je suis venue ici, le changement du climat, tout a influencé sur mon corps et je suis très sensible. Et quand il a commencé à me faire des soins, premièrement, je n'ai pas pris ça trop en sérieux. Mais après, quand j'ai insisté à utiliser tout ce qu'il me disait, les soins de Reiki, les énergies et tout, oui, je me sens bien. La médecine énergétique, selon les pratiquants, est complémentaire à la médecine conventionnelle. C'est une branche de la médecine orientale dont l'origine remonte à plus de 5000 ans. Reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, depuis 2010, elle a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Du sport à présent, renouvellement des instances samedi au sein de la Fédération ivoirienne de taekwondo. 3 candidats vont s'affronter pour la présidence de cette fédération. Après les candidats Jean-Marc Yassé, Alain Zunon s'intéresse ce soir au 3e candidat Patrice Remarque et son projet pour le taekwondo ivoirien qu'il dénomme Force. Salif Yalekwe, Tanguy Kona. Patrice Abdoulaye Remarque, ceinture noire 6e dan, veut occuper la présidence de la Fédération ivoirienne de taekwondo au terme de l'Assemblée générale du samedi prochain. Il a dévoilé son programme dénommé Force pour le développement du taekwondo ivoirien à Koumassi. Je suis candidat parce que j'ai le profil, j'ai fait tout le parcours, je me suis préparé dans ce sens-là et j'aimerais continuer le travail du grand frère Bamba Cheikh Daniel. Il a fait des choses formidables. J'ai travaillé avec lui sur les projets olympiques, j'ai vu ce dont il était capable de faire, j'ai appris auprès de lui. Je pense qu'il faut continuer ce travail qui a été fait, des grandes œuvres, nous avons eu des médailles, nous avons eu un palais des sports et maintenant il faut continuer. Je pense que je suis le candidat indiqué, je suis prêt. C'est le projet Force. Et Force c'est un acronyme, le F c'est pour financement, le O c'est pour organisation, je parle de décentralisation. Le R c'est pour rayonnement, c'est avoir des médailles dans le continu d'excellence sportive durable. Le C c'est pour la cohérence, c'est-à-dire entre l'action et puis nos principes, il faut être cohérent. Et c'est cela, même dans nos textes, on doit avoir la bonne gouvernance. Dans cette cohérence, il faut qu'on l'ait. Le E, c'est pour l'éducation, c'est amener une valeur ajoutée en montrant que le taekwondo peut amener des jeunes à utiliser leur potentiel. Et le S, c'est pour les services. Médaillé de bronze aux Jeux olympiques mondiaux de Santa Clara en 1981, médaillé de bronze aux championnats du monde de Copenhague en 1983, médaillé de bronze aux championnats du monde de Séoul en 1985, médaillé de bronze aux Jeux mondiaux de Londres en 1986, champion du monde militaire en 1991. Il a été également, entre autres fonctions, directeur technique national sous les présidences de Maître Koulibaly Siaka et Maître Bamba Cheikh Daniel. Il aura en face de lui pour cette assemblée générale l'actuel président Jean-Marc Yassé et Maître Alain Zunon. Le tribunal de première instance d'Abidjan avait invalidé l'assemblée générale de la Fédération ivoirienne de taekwondo ainsi que l'élection du successeur du président Bamba Cheikh Daniel, Jean-Marc Yassé, en qualité de président de la fêtière, à la suite d'une saisine de ses adversaires.
Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain à 19h50 Evelyne Débat. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.